l'innocence chez Lang est coupable d'être innocente. Un enfant chez Lang est coupable. Par exemple, ici, dans ce film, la petite fille est coupable. Elle est coupable de quoi? D'exister, tout simplement. Et comme elle existe, la mère est obligée d'aller chercher la nurse. Et donc, elle est coupable de la mort de sa mère. Bien sûr que ça devient... C'est terrifiant. C'est-à-dire que si vous prenez la réaction générale de n'importe qui, et de nous en particulier, vous savez bien que nous tenons absolument à rester innocents d'être coupables. Nous cherchons à prouver que nous sommes innocents d'être coupables. Chez Lang, c'est nous sommes innocents d'être coupables, donc nous sommes coupables d'être innocents. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins drôle. C'est-à-dire que si vous pensez, de façon philosophique, ou en tout cas, la pensée générale de Lang, c'est qu'il travaille sur la notion même de l'existence. Exister fait que, obligatoirement, vous allez devenir, un moment ou l'autre, un danger pour l'autre. C'est-à-dire, il prend en compte cette vérité qu'il y a n'importe qui, et on commence dans cette salle, enfin, n'importe qui pense à un moment ou l'autre, ou désire un moment ou l'autre, en pensée, heureusement bien sûr, et à la mort de quelqu'un. C'est arrivé à tout le monde. Bon. Alors bien sûr, c'est plus ou moins fort. Et Lang dit, exister, c'est forcément déranger les autres, et donc d'être menacé par les autres, d'être détruit. Regardez les films, ça fonctionne comme ça. Et inversement, si les autres peuvent vous détruire, donc vous-même, vous devez avoir le besoin de détruire les autres. Il y a toujours un moment chez Lang, et là vous l'avez admirablement bien montré, une fois de plus, au moment où le personnage de Bagnon se ferme sur lui-même, donc quand son épouse est tuée et qu'il est obligé de quitter la maison, à ce moment-là, il n'est plus que haine, et c'est dit ouvertement. Tous les autres, il est en lutte entièrement et totalement contre les autres. Et tout le film est fait justement sur cette idée qu'à la fin, il faut qu'il revienne à l'autre ou aux autres, qu'il accepte les autres et qu'il accepte finalement, au-delà de l'existence, qu'il accepte la vie. C'est très, très passionnant chez Lang, cette idée que l'existence, finalement, à vouloir être protégée totalement et à n'être plus que cette pensée-là, fait que on détruit la vie, on ne va pas vers la vie. Alors, il faut aller vers la vie. Et c'est quand même, là encore, une idée, enfin, c'est l'idée profonde du film, qui évidemment a des répercussions autres, qui sont des répercussions sociales. Il ne faut pas oublier que le film est extrêmement intéressant sur sa date. Il est de 1953. Or, en 1953, nous sommes au tout début, enfin, Jean Noër vient d'être élu président, et il est président depuis le mois de janvier 1953. Et à ce moment-là, le macartisme va commencer à s'estomper. Bon. Et le film ici est un film qui sous-entend le macartisme. Il n'est pas du tout comme ça, il ne vient pas par hasard, même si ce n'est pas dit ouvertement, de toute façon on ne pourrait pas le dire. Donc c'est cette idée-là. Et en effet, sur l'empêchement, et entre autres l'empêchement social, sur le phénomène d'existence, et qui donc il faut
libérer la société, la ville, etc., enfin, comme vous voulez, politiquement parlant. Il faut libérer par rapport à un système qui est un système totalement corrompu. Bon, et là, c'est parfaitement clair, c'est parfaitement net. Nous allons encore un peu plus loin que ça, c'est-à-dire que là, Fritz Lang aborde un autre problème qui est celui homme-femme. C'est-à-dire, il nous montre une société qui, enfin, donc la société américaine, qui est sur l'idée de liberté, etc., mais où il montre ouvertement qu'en fait, nous sommes encore dans un patriarcat qui n'ose pas dire son nom, mais qui est pourtant extrêmement présent. C'est le monde des hommes, ce sont les hommes qui commandent, etc. Les femmes cherchent à se défendre comme elles peuvent dans le film. Et c'est intéressant de regarder le film de 1953 et de se rendre compte qu'il a déjà une résonance d'un discours féministe. Finalement, toutes les femmes dans le film cherchent à échapper, ou en tous les cas à contrecarrer l'univers masculin. À commencer par la première femme, c'est-à-dire Madame Duncan, enfin, je n'arriverai pas à dire son nom, qui est justement celle qui va directement s'attaquer au monde masculin. Et en jouant le jeu de ce monde masculin qui est un monde de pression, de domination et domination ou soumission. C'est de ce point de vue très net. Et toutes les autres femmes, même la femme boiteuse, etc., enfin, toutes cherchent quand même à dire, bon, les hommes, oui, mais nous avons le droit d'être une femme. Et le film va 10 fois plus loin que ça. Regardez bien, par exemple. Nous avons au début l'apparition de Daisy, qui est dans la scène où elle est vue, d'ailleurs admirablement mise en scène, ou mise en position par Fritz Lang, c'est-à-dire allongée sur son canapé, merveilleusement belle. Et il faut dire que la Gloria Graham, c'est quand même son plus beau rôle, alors qu'elle est quand même... Et c'était une des femmes... on ne peut pas nier qu'elle soit attirante. Je pense que ça vous a frappé. Et elle était montrée immédiatement comme ça. Puis elle va disparaître pendant presque la moitié du film pour réapparaître dans la scène qu'on va retravailler tout à l'heure. Cette femme va être exactement le contraire de Madame Duncan. C'est pas pour rien que cette fameuse phrase du film qui est magnifique, nous sommes sœurs en vison, qui est magnifique. Ceci dit, par exemple, le vison ne vient pas comme ça gratuitement. Le vison, nous sommes en 1953, la guerre vient de finir, et avant les fourrures, c'était pour les grandes stars d'Hollywood, enfin bon, c'était fait pour faire rêver les femmes. Après la guerre, commence la société de consommation. Et donc le début, entre autres, des fourrures. Et le rêve de toutes les femmes, entre autres américaines, qui va déborder ensuite et arriver en France et dans les autres pays, où il faut avoir le manteau de fourrure. Et évidemment, surtout le manteau de vison. Bon, c'était capital. Et ici, l'idée justement du manteau de vison, c'est ou bien on prouve, parce qu'on a le manteau de vison, qu'on a réussi à dominer, ou en tous les cas, à avoir une place dans le monde des hommes, ou au contraire, on est totalement féminine, et on est complètement femme. Et donc la lutte entre ces deux conceptions de la féminité aboutit évidemment à cette aide magnifique de la destruction de la femme homme par la femme femme. Et ça, je trouve ça, c'est très, très, très beau comme idée. Et en plus, avec cette idée, nous sommes sœurs en vie. C'est magnifique.
toutes les femmes du film, on s'aperçoit donc qu'elles sont comme ça, en recherche de plus que de leur indépendance, de la notion d'existence. Et si vous allez plus loin, mais alors là, évidemment, c'est là où on est chez Fritz Lang. C'est-à-dire que chez Fritz Lang, il faut... c'est là la grande différence encore avec Hitchcock. C'est que les choses, c'est d'abord fondé... Tout son cinéma est fondé sur le regard et projection de la pensée par le regard. C'est-à-dire, en d'autres termes, reprendre le système même mécanique du cinéma. Vous avez une projection de la cabine de projection et le cinéma de Lang projette la volonté et la vérité de ce qui est montré. Vous allez voir, c'est stupéfiant le travail de Lang. Pourquoi nous le considérons dans le panthéon des grands cinéastes comme l'un des plus grands, c'est parce que vraiment, dans l'art de la mise en scène, il est absolument parfait. De ce point de vue-là, je le trouve supérieur à Hitchcock, même si Hitchcock, c'est un bon. Il ne s'agit pas comment? Oui, c'est pas le même style, c'est tout, quoi. Mais disons que Hitchcock est peut-être plus accrocheur auprès du public, parce que justement, il concerne davantage le public sur le désir, entre autres justement sur la notion du désir. Hitchcock travaille le désir de la crainte. On désire craindre. Et on prend du plaisir à avoir peur. Mais en même temps, à la fin, on est tranquille, on est libéré du suspense. Chez Lang, c'est implacable. C'est absolument, vous avez pu voir, enfin, je veux dire, la violence interne et intense du film est fabuleuse. Il y a des moments de violence extraordinaires dans le film. Oui, vous voulez parler? Dans la façon dont les plans s'enchaînent. Ouais, bien sûr. C'est absolument fabuleux. De toute façon, on va le voir là. Bon. Tenez, je vous donne un exemple, parce qu'on n'a pas le temps de le prendre là, mais de pure mécanique. La deuxième visite de Bagnon à Madame Duncan. Entre parenthèses, je vous signale que Madame Duncan apporte le nom du roi de Macbeth, que Macbeth tue. Et que cette actrice, dans le film de Wells, qui est tourné 4 ans avant, c'est elle qui joue Lady Macbeth. Et c'est très volontaire de la part de Lang. Il lui donne le nom du roi de Macbeth, alors qu'elle est... En fait, il en fait une Lady Macbeth. Bon, et c'est une remarquable comédienne. Entre parenthèses aussi, ça c'est tout à fait secondaire, l'épouse de Glenn Ford dans le film, c'est Jocelyn Brando, c'est-à-dire c'est la sœur de Baron Brando. Et ça, bon, c'est intéressant à voir. Bon, pour ça, c'est amusant à savoir, ça n'a aucun intérêt par ailleurs. Bon, mais c'est intéressant. Un peu en tête. Mais on revient à ce personnage justement de Mme Duncan, on s'aperçoit que c'est d'une extrême précision, mais là on ne peut pas tout faire. Mais je vous reprends donc ce moment où, deuxième visite de Bagnon, et à ce moment-là, il a rencontré la maîtresse, et il se fait fiche à la porte par Mme Duncan. Voilà, maintenant ça suffit. Et la scène se termine par Bagnon qui sort de la maison dehors. Vous avez donc un mouvement où il vient vers la caméra, et juste après, un mouvement, la caméra avance sur la fenêtre, et derrière Mme Duncan regarde par la fenêtre. Et immédiatement après,
vous avez un petit rouleau d'informations qui tourne et qui va annoncer l'assassinat de la maîtresse. C'est-à-dire qu'on voit que d'emblée, ce mouvement d'appareil qui va vers elle déclenche ce qui se passe derrière, c'est-à-dire qu'elle a averti, etc., et qu'elle a fait assassiner sa rivale. Donc, et tout fonctionne comme ça chez Lang. Vous allez voir de façon exemplaire dans sa façon de mettre en scène. Et évidemment, sa façon de mettre en scène s'appuie non pas sur le réalisme. Le réalisme, c'est une représentation plus ou moins vraisemblable du réel. Chez Lang, ce n'est pas le réalisme qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la vérité du réel. Il faut que ce soit vrai. Et donc, il nous donne à voir ce que nous devrions voir, et à nous de savoir regarder. Donc, comme dans la vie réelle, regardez les choses et apprenez à voir. Ce qui est quand même le sommet même de l'art du cinéma. Oui, pardon. Attendez une seconde, on va vous donner le micro. Quand Fritz Lang il lit le scénario, est-ce que tout ce que vous venez d'expliquer, c'est un peu inclus dedans, ou c'est lui qui rajoute? Par la mise en scène et tout ça, il arrive à mettre les ingrédients. Bien sûr, non, c'est forcément sur la mise en scène. Le cinéma, le grand cinéma, est fondé sur l'écriture même du cinéma, et cette écriture, c'est ce qu'on appelle la mise en scène. Alors, et la mise en scène, c'est justement savoir travailler tous les éléments que permet le cinéma, et tous ces éléments sont sur qu'est-ce qui se passe véritablement. Regardez. On va s'amuser à le voir. Hein. Vous allez voir, c'est assez stupéfiant. Alors, on va peut-être commencer tout de suite par la première séquence. Bon, on s'arrête tout de suite. On s'arrête, voilà. Bon, nous sommes venus voir un film policier. Donc, chez Lang, immédiatement, vous êtes venus voir un film policier, on prend l'archétype même de ce qu'est un film policier, c'est-à-dire le revolver. Donc, ça commence par un revolver. Bon, on ne comprend pas très bien qu'on est sur un bureau avec une espèce de cuir. Bon, mais ça, c'est pas l'importance. L'essentiel, c'est ce revolver. On continue. Et voilà. Et la caméra recule. On s'arrête. La caméra recule et une main s'introduit dans le cadre. D'où vient la main? Elle vient de la salle. Donc, nous, spectateurs, on est venus voir et n'avons même pas le temps de faire ouf que déjà nous sommes dans l'action totale. Et l'action policière, c'est-à-dire un crime ou en tous les cas une mort par coup de feu va apparaître immédiatement. Et à ce moment-là, donc, le corps va venir, ou le tronc va venir de la salle et va tomber sur le bureau. En même temps, on a le temps, bon, pour l'instant, on n'a pas, comme le film commence, on n'a pas le temps de tout visionner, on a quand même la lettre et la médaille qui indique qu'on a affaire à un policier. Et ça, bon, on n'a pas le temps de percevoir tout de suite, mais c'est là.
Alors maintenant, on est toujours dans le même plan, donc on a reculé, la main a enlevé l'arme, coup de feu, et maintenant un corps, ou en tout cas un tronc tombe sur la salle. Alors allez-y. Bon. Donc, on arrête, et à ce moment-là, un mouvement, tout de suite, ça enclenche un mouvement, et le mouvement arrive. C'est une femme qui descend dans l'escalier, elle est en chemise de nuit, à l'évidence. Bon, c'est une maîtresse peut-être, mais c'est plus forte chance que ce soit l'épouse. Donc, on est dans le mouvement, et donc, automatiquement, la mort provoque le mouvement de la femme. On continue, deuxième plan, voilà, troisième plan maintenant, top, maintenant, on stoppe. Le mouvement est stoppé. Bon, je vous passe, parce que là, il y a trop de choses à dire là-dessus, je vous passe sur l'horloge. Vous aurez tout film de Lang est fondé sur l'horloge, ou sur la montre, sur le temps. Et le temps, parfaitement montré sur sa numération. Numération. Oui, bon. Je ne vais pas parler de ça parce que c'est trop long. Et là, on a un arrêt sur, maintenant, l'intérêt de l'action. D'emblée, nous sommes lancés dans l'action est lancée, l'action s'arrête, nous, spectateurs, qu'est-ce qu'on attend? Et on a deux solutions. Ou bien la femme, qui doit être l'épouse, va hurler et tomber en sanglots, etc., parce que l'homme, etc., qui est là, vient de se tuer, ou bien, et c'est ce qui nous intéresse davantage, puisqu'on cherche à être dans le crime, le côté criminel va apparaître. Comment? On ne sait pas encore. Et c'est ce qui va être choisi comme option. Continue, troisième plan, donc va se terminer sur cette immobilité. On continue. Top, voilà, on s'arrête. Et maintenant, quatrième plan, la caméra avance toute seule, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons avancer la caméra, c'est nous qui désirons le côté criminel, et le criminel, donc l'action va commencer. À ce moment-là, la caméra avance, et dans ce mouvement-là, va s'introduire Madame Duncan, qui évidemment va prendre en charge les caractéristiques criminelles qui vont lancer l'action. Donc l'action, au bout déjà de votre quatrième plan, et ça fait même pas 45 secondes que le film est commencé, et vous êtes déjà en plein dans l'action policière. Trouvez-moi des films qui sont aussi rapides que ça, et qui vous mettent immédiatement dans l'action que vous êtes venu voir dans le film. Bon, vous allez voir, alors on continue. Voilà. Et il y a le cadavre, et elle cache le cadavre. Bon, bof, on s'arrête là, cinquième plan, et là, d'un seul coup, à son visage, à son regard, il y a évidemment quelque chose qui est absolument contraire à ce qu'on attend, c'est-à-dire pas la moindre tendresse, pas la moindre désarroi, pas la moindre tristesse, mais au contraire, une position totalement dominante. Donc, on regarde où et comment va commencer le pouvoir, le pouvoir criminel de l'action. Donc, on continue. Allez-y. Voilà, paf. On s'arrête. Vous voyez, bon, un autre cinéaste, vous aurez fait peut-être ce plan sur l'enveloppe. Ce qui est important pour Lang, c'est que ce soit l'action elle-même. C'est-à-dire, on voit cette enveloppe qu'on a entrevue tout à l'heure, avec le revolver, avec la médaille du flic, et on prend l'enveloppe, et la caméra recule, parce que maintenant, on va voir se transformer cette action en quelque chose, une possibilité d'emprise
où cette femme devient alliée du crime. Continuez. Voilà. Alors là, on s'arrête si vous voulez. C'est fait de telle façon que juste, là je parle à la personne est partie, qui parlait tout à l'heure de la façon dont les acteurs sont dirigés, c'est fait de telle façon que uniquement que par le minimum de signes pour vous faire comprendre ce qui se passe exactement. Et là, moi, je trouve admirable ce moment où elle commence à feuilleter la lettre. Bon, c'est évident qu'elle n'a pas le temps de lire, mais on comprend qu'elle a le temps de comprendre, et donc elle va s'en servir. Et c'est fait pour, d'emblée, nous renseigner, et donc faire gagner du temps, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre. Il faut que nous soyons pris immédiatement dans l'action. On continue. Vous voyez? Alors, mais malgré tout, c'est quand même signifié. Bon, elle feuillette, ah oui, elle comprend, bon. Voilà. Alors, maintenant, déplacement, top, on s'arrête. Et là, petit détail, puisque nous sommes spectateurs, il faut que nous soyons maintenant complices. Donc, il faut que nous soyons complices. Donc, comment montrer qu'on est complice, si ce n'est qu'en utilisant un cliché. Le cliché, on va commettre quelque chose qui n'est pas bien, donc il faut se cacher, donc il faut empêcher d'être vu. Si vous êtes un peu logique, je ne vois pas comment quelqu'un peut la regarder de l'extérieur. Vous voyez bien que c'est fait pour nous, spectateurs. Et donc, elle ferme le volet pour qu'on ne puisse pas la voir. Donc, à ce moment-là, nous savons que nous allons entrer dans du côté criminel. Comment? Pourquoi? On ne le sait pas encore, mais ça va venir. Voilà, allez-y. Top. Voilà. Et maintenant, la caméra va avancer encore et rester sur l'idée évidemment expressionniste, la lumière qui va être et elle qui prend le téléphone, et au téléphone va commencer le chauffage. Et le téléphone devient un instrument de pression criminelle sur la dénonciation. Le revolver n'est plus nécessaire dans le film, le chantage, donc le téléphone devient l'instrument criminel par excellence. Donc, allez-y, continuez. Voilà, vous voyez, la caméra avance et reste la lumière. Voilà. Alors, en même temps, on va arrêter. Ce qui est merveilleux, c'est le côté phrase. Lagana, réveillez-le. Je suis la veuve de Tom Duncan. Trois phrases. Alors là, vous avez admirablement l'action qui est absolument lancée. Vous vous rendez compte le génie de Lang, de la réduction de tous les éléments d'information à l'essentiel. Vous allez donc immédiatement à l'essentiel, vous n'avez absolument pas le temps de perdre une seconde dans des considérations autres. Bon, alors donc on continue. Voilà. Pof, maintenant on s'arrête et on a la Ghana. Alors, plan tout à fait intéressant. Nous avons un corps en bas qui nous tourne le dos, qui est dans l'ombre, et un personnage au-dessus. Alors évidemment, vous pouvez le prendre comme évidemment à l'époque, en 1953, il n'est pas question de montrer l'homosexualité, d'autant plus que Lang n'a quasiment jamais traité ce thème. Mais là, il est quand même intéressant de se dire, bon, un beau jeune homme bien sportif, qui est en peignoir, à l'évidence plutôt déshabillé sur le peignoir,
Qu'est-ce qu'il fait dans cette chambre, etc. Bon, c'est sous-entendu, et ça va rester tout le film sur le personnage de Lagana. Et c'est très intéressant justement sur l'idée, la façon de Lang, d'aller très loin dans le système patriarcal, c'est-à-dire le monde des hommes entre eux. Donc à ce moment-là, si le monde des hommes entre eux, allons jusqu'à une possibilité d'eux. Et donc sur le personnage de Lagana, c'est extrêmement intéressant. C'est pas pour rien non plus que vous allez voir le portrait de la mère, une mère parfaitement terrifiante, qui en même temps, et puis vous allez voir aussi tout à l'heure comment il va travailler encore autre chose. Bon, et là commence le chantage que nous savons. Alors après, nous allons voir le personnage de Vince et de Daisy, et ensuite l'arrivée de Bagnon, c'est-à-dire donc l'arrivée du personnage des policiers qui nous représente sur l'écran. Si vous avez déjà des choses à me poser comme question sur la façon qu'a Lang de travailler, là je pense que vous vous en rendez compte, quoi. C'est quand même assez stupéfiant. Hein. Ce que c'est qu'un très grand cinéaste, regardez. Et il faut dire que dans le cinéma classique, c'est de ce point de vue peut-être le plus fort. Oui, allez. Attendez une seconde. Ici. Merci. J'ai juste une petite question sur le rôle du Lando dans l'histoire. Sur quoi? Le Lando. Du Lando les deux fois. Les deux fois à l'extérieur et à l'intérieur. Ben, je vais vous en parler dans la scène qui arrive. Tout à fait différemment. C'est-à-dire sur le rapport... Bon, en deux mots. Si vous prenez Mme Duncan, on ne peut pas dire qu'elle a une épouse qui aime beaucoup son mari. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, elle a décidé de s'attaquer d'homme à homme et d'être sur cette trajectoire. Le personnage de Bagnon, lui, a donc une épouse. Une épouse, comme il le dira à la fin, colérique, etc., irlandaise, mais qui est, etc. En fait, bon. Et il y a une scène, j'aurais pu vous la travailler aussi, mais enfin, je ne peux pas tout faire, qui est la scène, la troisième scène entre le Bagnon et son épouse. Juste après, il y aura... Bagnon va rester avec l'enfant et elle va exploser dans la voiture. Or, si vous regardez bien les trois scènes entre Bagnon et son épouse, vous apercevez que c'est le grand amour. Mais en fait, c'est un amour un peu conventionnel. Qu'est-ce qui manque en réalité dans ce couple? Il manque le sexe. Elle est merveilleuse, et elle est parfaite, elle est d'autant plus parfaite que dans la troisième scène, justement, avec l'enfant, lorsque elle va partir chercher la nurse et lui va rester avec l'enfant. C'est une scène très ambiguë de ce point de vue-là, c'est-à-dire que on va voir qu'elle désire aller au cinéma et que lui a envie de rester. Et il a envie de rester parce que, bon, et elle n'a pas envie. C'est-à-dire que c'est une femme parfaite et lui, au fond, il l'aime parce qu'elle l'aime en l'admirant qu'il est vraiment l'homme de sa vie. C'est dit dans cette scène-là. C'est parfaitement dit. Et ce qui va être très intéressant dans le film, c'est le rapport justement du masculin, c'est-à-dire de l'homme, et de son autre rapport avec la femme, avec la féminité, c'est-à-dire avec la fille et la fillette. Et nous allons le voir dans la scène qui va arriver avec Daisy. La première fois que nous allons la revoir dans cette scène-là, immédiatement, elle se comporte comme une gamine. Et elle recherche un père. Et elle va essayer de trouver ce père dans Bagnon. C'est parfaitement net le moment où elle quitte le bar et elle essaye de le rattraper et elle se tient comme une petite fille ou une fillette
qui se met devant lui et marche en reculant pour agripper son attention. Et tout le rapport, là sur le rapport homme-femme, d'un seul coup, tout ce qui est dit, en sous-main évidemment, il ne pouvait pas le dire ouvertement, c'est que l'homme aime évidemment la femme, etc., c'est vrai, mais il se croit supérieur parce qu'il y a quelque chose qui lui insupporte chez l'autre, chez la femme, c'est finalement le sexe féminin. Et vous en aurez quand même la démonstration, évidemment, vous n'êtes pas obligé, pas plus que vous êtes obligé de voir ici l'idée de l'homosexualité, vous pouvez très bien la laisser tomber, mais si vous la voyez, c'est mieux. Lorsqu'elle est ébouillantée, il y a quelque chose qui renvoie au caractère physique du sexe. Et ça devient extrêmement intéressant à la fin, cette idée que je trouve magnifique, il faut l'oser, mais en même temps, elle passe admirablement bien, parce que personne n'y pense. La fourrure qui cache la plaie béante à la fin, et à la fin, en fin de compte, il accepte le sexe féminin. Et la difficulté, ce que la langue va au bout des choses. En effet, les hommes veulent dominer, mais en réalité, au fond, ils n'acceptent pas la réalité physique de l'autre, donc de la femme. Bien sûr qu'ils la désirent, bien sûr qu'ils en... Mais en même temps, il y a dans le film quelque chose qui est même très curieux et très audacieux, c'est qu'il joue sur l'attraction, répulsion du sexe féminin pour le masculin. Et de ce point de vue, je ne pense pas qu'à Hollywood à l'époque, beaucoup de gens se permettaient de faire ça. Mais lui le fait. Et c'est pour ça qu'à la fin, il peut concilier le personnage de Daisy, qui est quand même la femme facile, etc., avec sa propre épouse. À la fin, il est réconcilié avec l'autre, mais dans le sens profond de l'autre, c'est-à-dire la femme par rapport à l'homme. Et là encore, c'est quand même un grand film. Ça, c'est vraiment Lang. Il va au bout des choses. Tout en, évidemment, en le faisant de façon extrêmement discrète, etc. Alors vous allez voir la séquence maintenant donc de la découverte de Daisy, et cette séquence-là qui est très révélatrice, mais je répète, il y a beaucoup d'autres, en particulier le rapport, là encore, du masculin, c'est-à-dire du masculin et du féminin, qui passe par le rapport entre le père et la fille. Et parce que regardez bien le personnage de Daisy, se comporte dans tout le film plus en fille ou en fillette qu'en femme. C'est extrêmement intéressant comme audace d'avoir traité la chose comme ça. Et justement sur l'idée de l'importance de l'autre et d'accepter l'autre, mais l'autre, je reviens à ce que je disais au départ sur le côté langue, l'autre est un ennemi a priori, quelque autre que ce soit. Donc raison de plus quand c'est une séparation physique et physiologique à ce point entre en effet le monde, le genre féminin et le genre masculin. Bon, alors on va peut-être commencer par voilà. Bon, alors on s'arrête. On est dans le monde de Daisy, c'est-à-dire, il y a aussi le problème de l'architecture chez Lang, mais dans le film, en fait, le personnage de Daisy n'a aucun endroit qui lui appartienne.
Elle n'a qu'un endroit qui lui appartienne, et c'est pour ça que la construction du décor est quand même très étrange. Cette espèce de petits couloirs, ou je ne sais pas quoi, qui fait passer d'une pièce à une autre pièce. Et dans cet espace, il y a un miroir. Et le miroir est le seul lieu qui appartienne à Daisy. Et elle se regarde dans ce miroir, évidemment, puisque c'est sa féminité qui... Mais sinon, rien ne lui appartient. Rappelez-vous, dans la première scène où on la voit, dès qu'elle passe le téléphone à Vince, il la met immédiatement à la porte. Elle passe dans ce couloir et elle regarde une seconde dans la glace, etc. Donc, là aussi, elle est dans ce monde. C'est-à-dire que elle est chargée de distraire les clients de la maison. Bon. Et en même temps, évidemment, elle le fait en petite fille qui sautille, etc. Alors, on continue. Ah, bon, tant pis, je voulais qu'on s'arrête une seconde sur l'arrivée de Vince et de Larry. Ben, enfin, bon, continuons, c'est pas grave. Maintenant, elle arrive à son décor, c'est-à-dire elle arrive chez elle, dans sa glace, c'est vraiment le seul lieu qui lui appartienne. Donc, elle commence à rentrer dans ce monde-là. Alors, allez-y. Voilà. Et la caméra avance, et maintenant on la met vraiment au centre. Et ce qui était au centre, on s'arrête. Ce qui est au centre, c'est le reflet, c'est pas elle. Et en effet, elle est au centre du désir, elle est au centre de sa représentation d'elle-même à elle-même. Et là, au moins, elle a l'illusion d'exister, alors qu'elle n'est qu'un reflet, et rien qu'un reflet, donc une image qu'elle offre aux autres et dont les autres profitent. Bon, on continue. Bon, déjà, bon, on s'arrête. La façon dont immédiatement Vince, évidemment, la traduit, c'est une femme, elle est faite que pour dépenser. J'ai un peu de disparition là. Bon, oui, bon, ça marche. Et donc, elle est remise à sa place, c'est-à-dire, bon, on t'aime bien parce que tu es sexy, parce que tu es amusante, mais en fait, compte, tu n'as aucune importance. On continue. Monsieur Douchet ? Oui, où est-ce qu'on est ? Voilà. Vous avez raison. Voilà. Là. Et maintenant, lui, la rage du miroir, de son endroit, elle lui appartient, donc... et en même temps, Larry qui est derrière. Bon, top, on s'arrête. Allez-y un tout petit peu, avancez encore. Voilà, pof. Et maintenant, qui vient au centre du miroir? Larry. Et évidemment, ça c'est extrêmement subtil. Si vous avez conservé l'idée de l'homosexualité de la Ghana, nous avons vu que son secrétaire de la première scène
qui est aussi son son garde-corps dans la scène où il se fait tabasser par Bagnon. Ce personnage, donc, normalement, il ne sert plus à rien puisqu'il n'a pas été capable de jouer son rôle de garde du corps. Donc le personnage de Larry, qui est là, et ça c'est absolument secret, mais à vous de comprendre. En fait, il se dit, bon, il y a une place à prendre. Et ce personnage, donc, est en train de se dire, oh là là, le grand patron arrive, il est temps de lui plaire. Bon, voilà. Alors, allez-y. Voilà. Et regardez, paf, et top. Et vous voyez bien que la réaction de Daisy est absolument cruelle. Elle a parfaitement compris ce que l'autre cherchait en se repeignant, etc. Alors bien sûr, on peut dire, il cherche à plaire au patron. D'accord, il y a ça aussi. Mais c'est un peu plus secret. Vous allez voir comment après. On continue. Bon. Et voilà, et ça permet de faire un déplacement. Top. Alors, un tout petit peu encore en avant. Hop. Et regardez qui est là derrière. Vous avez donc Lagana, vous avez Vince, et derrière, vous avez le dénommé Georges, donc le secrétaire, qui est toujours là. Donc, il n'a pas été renvoyé. Vous allez voir comment, dans cette scène, ça se joue. En principe, ce personnage-là, ce personnage de Georges, n'est plus utile dans l'action. Pourquoi est-il là? On va y revenir après. On continue. Voilà, paf. On s'arrête. Comment va votre fille? Immédiatement, c'est mis sur le rapport à la fille, à la fillette. Lui va répondre, moi les filles, sa robe, je ne connais rien, je ne comprends rien. En revanche, elle a un beau footballeur. Ça va être dit. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la réception de la haute société qu'il faisait dans la scène précédente avec Georges, où Bagnon vient le débusquer, ne sert à rien. En réalité, il est très heureux que sa fille, s'intéresse à un footballeur. Bon, on continue. Voilà, et paf, top, on s'arrête. Et elle, justement, ce qu'elle dit, ce qui compte, c'est le père compte plus que les autres. C'est-à-dire qu'elle, au fond, aurait voulu avoir un rapport du masculin avec la notion du père. Et tout ça est pas sous-entendu. C'est dit comme ça en passant, comme on peut le dire en passant, sans faire attention à ce qu'on est en train de dire. Mais en même temps, chez Lang, tout révèle, et tout est révélateur. Donc, on continue. Et là, vous allez avoir une position top, on peut s'arrêter, extrêmement intéressante entre les trois hommes. Larry, qui est en fait en train d'essayer de se faire remarquer par Lagana, bon, le rapport Lagana et Daisy, et le rapport de Vince, qui lui n'aime pas beaucoup, qu'en même temps, Daisy cherche à trouver une fonction et un rôle dans cette maison, c'est-à-dire en jouant la maîtresse de maison. Et donc elle reçoit, etc. Et cela lui est interdit, parce qu'elle n'est qu'un objet de plaisir et qu'elle n'a pas à vouloir prendre une position, ou en tout cas une raison d'être dans cette maison. Ça, c'est la scène pour l'instant. On continue. Voilà, moi je t'envoie à la cuisine. Va t'occuper de la cuisine. Bon.
Alors, tout ça, nous sommes toujours dans le même mouvement. Voilà. Pof, on s'arrête. Et vous voyez notre Georges, qui maintenant est réduit à la pure figuration et à jouer le porte-manteau de son maître. Donc il porte le manteau, le chapeau, le foulard, etc. Et il est là, maintenant il est réduit à ce rôle-là. Mais il est toujours là. Et vous allez voir comment Lang continue à traiter le système, enfin la situation. On continue. Voilà. Maintenant, on abandonne Georges. Top. Et on prend Larry qui arrive dans le cadre. Donc, les deux personnages, évidemment, importants, c'est Lagana et Vince. Et Larry essaye de se placer. Alors, on va voir. On continue. Voilà. Évidemment, déjà, c'est une grossièreté extrême dans le sens où il essaye de montrer que lui aussi aime les filles, etc., et que c'est un vrai mec, alors que je n'aime pas les grossièretés. C'est-à-dire, en réalité, comme si Lagana avait parfaitement compris le jeu de Larry et que il n'accepte pas. Et il n'accepte pas parce qu'il y a une chose, évidemment, qu'il n'a pas faite. Il n'a pas renvoyé le personnage de Georges qui n'a pas été capable de le défendre, mais au contraire, malgré tout, il le garde. Et on va donc assister au renvoi de Vince dans la cuisine. Et on continue, vous allez voir. Allez. Pof, je ne peux pas avoir de gens qui se plantent. Or, Georges s'est planté. Et il l'a quand même gardé. Bon, on continue. Voilà. Il faut le camp dans la cuisine, va rejoindre Debbie. Voilà. Et maintenant, on top. Et vous allez voir. Vous voyez, dans l'axe, absolument au centre, nous avons Georges dans le fond, avec en plus un reflet de Georges dans le miroir. Et Lang fait se séparer les deux acteurs et les fait s'arrêter de chaque côté pour bien rester dans l'axe de Georges qui est dans le fond, alors qu'il n'a rien à y faire, il n'est qu'un figurant dans cette scène. Mais il y a cette idée que Lagana, plaisir, j'en sais rien qui se débrouille, garde son ex-garde du corps pour, disons, le garde de nuit, quoi. Et c'est très intéressant d'avoir, normalement, bon, d'autres cinéastes auraient dit, d'abord, il n'aurait pas payé un cachet supplémentaire pour un acteur qui, à ce moment-là, ne fait rien du tout, qu'être un porte-manteau, et il aurait disparu. Il est intéressant de le faire rester comme ça, comme il est. C'est-à-dire que là, c'est la mise en scène qui fait ça. Vous allez voir très précisément dans la façon dont les deux personnages s'écartent l'un de l'autre. On continue. Voilà. Vous voyez? Et voilà, top. Et maintenant, ils peuvent se parler. Et d'autres personnages de Georges est parfaitement mis en valeur. On continue. Voilà, et maintenant on parle affaires. Et voilà, et Georges peut disparaître, on ne le verra plus jamais pendant le film. C'est fini. Alors maintenant aussi, intéressant, c'est-à-dire sur le rapport entre Lagana et quand même un homme qui vise
une fonction politique, c'est-à-dire s'emparer véritablement de la ville, politiquement parlant, et évidemment, il ne peut pas prendre du tout les méthodes musclées et un peu rapides de son coéquipier. Et donc, c'est la discussion, et qui va se terminer par le rapport de Lagana face à la ville, c'est-à-dire aux immeubles, c'est-à-dire celui qui veut s'emparer de la ville et qui, en effet, va user de tous les procédés les plus criminels pour y parvenir. On peut aller jusqu'au bout de la séquence. Voilà, allez-y. Ah. Voilà. Maintenant, vous avez la ville qui est éclairée. Voilà, on s'arrête. Vous voyez comment c'est fait une mise en scène? Et ça, vous n'en verrez pas souvent des comme ça. Hein. À ce niveau-là, c'est absolument parfait. Et tout ce que l'on vous dit, que vous n'êtes pas obligé de voir, mais en tout cas, c'est dit. Maintenant, on se débrouille. Non, ah oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres réactions, mais oui, allez-y. Attendez une petite seconde. Merci. Moi, je suis très surpris, c'est par les plans de Lang, champ contre champ, contre-plongée sur les visages. Et les visages sont mis en excellence dans ce film. Absolument, toujours. Et c'est impressionnant de dextérité comment il arrive à faire ça, quoi. Et puis vous avez pu remarquer qu'il y a très peu de champ contre champ. Oui, c'est-à-dire que quasiment tout... Comme un théâtre. Oui, enfin, plus exactement, c'est le cinéma, c'est-à-dire c'est le mouvement même du film et donc de la caméra qui fait bouger tout le monde. C'est-à-dire que tout obéit à la mécanique elle-même. Et donc, on ne peut pas échapper au mouvement du cinéma, qui est un mouvement justement de l'action, et l'action mène jusqu'au point final. Moi, ce que je trouve admirable chez Lang, c'est que quand vous avez le mot fin chez Lang, que ce soit Zien, que ce soit Hende, enfin n'importe lequel, du mot fin, vous n'avez plus rien à voir. Alors que le nombre d'autres cinéastes où après le mot fin, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, chez lui, à la fin du film, et dans ce film-là, bon, il a repris le train-train, et c'est tout. Vous n'avez plus rien à voir de ce que vous venez de voir dans le film. C'est fini, tout est réglé. Et ça, c'est passionnant chez Lang. Et c'est vrai que le travail sur les corps et les visages, ça compte énormément. C'est absolument remarquable. Merci. En fait, là, vous venez... Oui, excusez-moi. J'ai pas trop l'habitude. Donc, vous venez de dire qu'une fois que la fin du film est annoncée, il n'y a plus rien à voir. Mais ça, on l'a depuis le début, puisqu'il y a le suspense est tué. Dès le début du film, il n'y a plus de suspense. Donc c'est ça. Et lui, il ne travaille pas le suspense. Il n'y a pas de suspense du tout, et tout est dans le mouvement. Et voilà, donc c'est pas surprenant qu'à la fin, il n'y a plus rien, parce que même dès le début, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas... Au début, vous avez le revolver. Donc le revolver, c'est l'arme. C'est une arme meurtrière. Mais au bout de 3 minutes, 4 minutes, ça y est, il n'y a plus de suspense, on sait qui a fait quoi. Absolument. Et on sait tout de suite. Il n'y a pas de surprise. Le mot suspense est moins intéressant dans ce sens-là que le mot surprise. Il n'y a pas de surprise. C'est obligatoire. Je veux dire qu'on a dit de Lang, de ce point de vue-là, c'est vrai aussi, qu'il est le cinéaste qui a introduit la tragédie au cinéma. Mais une tragédie du XXe siècle, pas une tragédie de chez les Grecs ou de chez Racine. Mais la tragédie du XXe siècle, c'est-à-dire
celle de l'action qui est implacable. Et celle de l'action, c'est aussi celle de la politique, c'est celle des rapports de force, c'est celle des rapports affectifs, et c'est celle tout simplement de la volonté de dominer. On est... tous les derniers films de langue sur l'Amérique sont terriblement méchants. Bon. Et son dernier film en Amérique, qui a été un film absolument pas compris à l'époque, et était tout à fait mal reçu, c'est L'invraisemblable vérité, où là, il ose dire, justement, sur l'innocent. L'innocent que l'on croit innocent de bout en bout, puisque c'est fait là-dessus, on va montrer qu'on va accuser un innocent et on prouve qu'il est innocent, jusqu'au moment de la fin où on s'aperçoit d'un seul coup qu'il n'est absolument pas innocent, mais qu'il était coupable, etc. C'est vraiment la grande obsession de langue. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire après, quoi. C'est implacable. C'est implacable. Implacable. Oui, pardon. Attendez une petite seconde. Parce qu'il y a, je vous rappelle, c'est enregistré, hein, c'est pour ça. Oui, on a l'impression que ce qui sort quand il filme, ça sort de la caméra et on le voit tel quel. Est-ce que Lang filmait beaucoup, montait beaucoup? Est-ce que... Non, c'est quelqu'un qui vraiment connaît son métier, c'est-à-dire que tout est déjà dans la tête. En même temps, bon, comme tout le monde, est obligé de forcément, par moment, de recommencer, etc. Et il était... bon, il avait quand même un côté terrifiant dans le sens que il voulait absolument... enfin, il imposait ce qu'il voulait. C'était de ce point de vue-là, plus libre, enfin, plus terrible de ce point de vue-là que Hitchcock, justement. Hitchcock était presque distant sur le plateau. Alors que Lang, tout est une précision absolue. À tout niveau, éclairage, décor, costume, etc. Enfin, position, geste. Bon, c'est bien que c'est un vrai régal à regarder, Lang. Et je répète, il est certainement l'un des... Enfin, celui que tout futur cinéaste se doit au moins de regarder et d'analyser. On y apprend beaucoup. Voilà, ben je crois qu'on va peut-être... À moins que vous ayez encore une question à poser. Voilà, ben en tout cas, je suis ravi que vous ayez vu ce film. Merci beaucoup.